Un grand merci Lucie. C'est pas tout à fait facile de prendre la parole juste après Mathieu. J'étais très émue moi aussi et donc bravo à Lucie pour ce beau projet. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Merci à Julien aussi pour son invitation et merci d'être aussi nombreux. Je suis un peu intimidée aussi de vous voir si nombreux si tôt le matin. J'ai fait comme les mauvais élèves, j'ai mes anti-sèches. Si jamais je me perds ou si vous me posez des questions embarrassantes tout à l'heure, j'ai quelques notes. Mais surtout, je vais commencer, comme Julie, par vous dire qui je suis. Donc, mon nom était là tout à l'heure, donc il n'est pas oublié. J'ai eu un parcours un petit peu atypique. J'ai fait partie de ces élèves qui s'ennuyaient beaucoup à l'école. Ça m'a amenée à quitter l'école le plus tôt possible pour faire d'abord de la musique. J'ai fait de la musique classique pendant une dizaine d'années. Et puis je me suis engagée dans une thèse sur une langue ancienne de l'Inde qu'on appelle le sanskrit. Donc ceux qui me connaissent déjà connaissent un peu mon parcours. Et puis à un moment, j'ai eu envie de faire quelque chose qui soit utile aussi socialement. La grammaire sanskrite, c'est passionnant intellectuellement, mais je pense que si 3 personnes au monde ont lu ma thèse, c'est bien le grand maximum. Et j'ai eu la chance dans mon institution, je suis dans une institution qui s'appelle l'École des hautes études en sciences sociales, où travaillent des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des chercheurs en sciences cognitives. Et j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens qui travaillaient sur des problématiques contemporaines, sur qu'est-ce qui se passe avec un mouvement de migration, qu'est-ce qui se passe autour du climat. Et moi, avec ma grammaire sanskrite du 5e siècle avant notre ère, j'ai fini par me sentir plus tout à fait à ma place et plus tout à fait à l'aise. Et donc, j'ai eu la possibilité de reprendre un cursus en psychologie. Et ce cursus m'a permis de me rendre compte que les étudiants étaient dans l'ensemble vraiment très stressés. J'ai travaillé sur ces questions du stress, de la santé des étudiants, qui m'a amené petit à petit à m'interroger plus largement sur le système éducatif et à me rendre compte que finalement, il n'y avait pas que les étudiants qui étaient stressés, les enfants aussi, les professeurs aussi, les parents aussi. Et donc j'ai eu envie d'apporter ma toute petite contribution en tant que chercheur pour essayer de contribuer à faire bouger les choses, à faire évoluer le système éducatif, et ça en mettant la recherche au service de la réussite éducative. Parce qu'en recherche, on a beaucoup de gens qui travaillent sur l'école, sur l'éducation, sur les apprentissages, sur le stress. Et on voit que toutes ces recherches ne peuvent pas passer à l'école, ne peuvent pas se transférer dans les pratiques parce qu'il y a comme un grand fossé entre les chercheurs dans leur laboratoire et les enseignants qui sont dans leur classe. Alors, les chercheurs sont très demandeurs d'aller dans les classes pour observer les enfants, mais après ils repartent dans leur laboratoire, ils écrivent des articles très savants, et les enseignants me disent « Oui, mais nous, ça ne nous sert à rien ce que vous faites parce qu'on ne sait même pas à quoi servent vos recherches ». Donc mon approche, ça a été de faire un travail de collaboration entre les enseignants et les chercheurs, de partir vraiment des problématiques de terrain que vous rencontrez dans les classes. Il y a combien d'enseignants dans la salle là ? Voilà, je suis en bonne compagnie et je pense que les autres sont soit parents, soit grands-parents, soit enseignants et parents. Donc voilà, on est tous confrontés à cette problématique d'accompagner nos enfants ou de se faire accompagner par nos enfants dans ce monde qui change à toute vitesse. Et je pense que j'étais complètement d'accord avec ce que nous disait Mathieu tout à l'heure, hein, et on n'est pas les seuls, on est en bonne compagnie. John Dewey, c'était un philosophe et un pédagogue, mais psychologue aussi, je crois, la fin du 19e siècle. Et il disait déjà à l'époque, l'école n'est pas une préparation à la vie, mais la vie elle-même. Et cette idée que l'école, c'est la vie elle-même, je pense que c'est celle de 99,9% des enseignants. Je me trompe ? Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça ? Et en pratique, on a des programmes à faire respecter, on a des inspecteurs, on a toutes sortes de contraintes qui font que les enseignants ne sont pas complètement libres de leur mouvement. Et en même temps, c'est pas tout à fait aussi simple. Ce que nous disait Mathieu tout à l'heure, c'est formidable lorsque les enfants sont déjà dans une démarche d'apprentissage. On sait que certains enfants qui sont par exemple dans des milieux plutôt défavorisés, quand on les laisse dans cette situation d'apprentissage complètement autonome, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire des jeux vidéo par exemple. Ils ne vont pas forcément se diriger vers les apprentissages qui vont passer, avant de donner entière satisfaction, qui vont passer par un moment un peu fastidieux. Et donc le rôle des enseignants, c'est aussi d'accompagner tous les enfants vers la réussite. Et l'une des grandes difficultés, je rencontre beaucoup d'enseignants et il y a plein d'études là-dessus, l'une des grandes difficultés quand on est face à 25, 30 enfants avec des besoins différents, avec des niveaux de connaissances différents,
avec des ressources différentes aussi, c'est de réussir à répondre aux besoins de 30 enfants ou 25 enfants. Pour ceux qui ont plusieurs enfants dans une famille, en général, quand on pose la question « Est-ce que vous avez fait la même chose avec votre premier enfant et votre deuxième enfant ?» Qui est-ce qui répondrait oui? Personne. Donc cette différenciation, on l'a fait dans la famille. Alors avec 1, 2, 3, 4 enfants, c'est difficile, mais on y arrive. Avec 25, c'est un vrai défi. Et donc l'un des grands défis, et c'est pour ça que j'ai choisi de m'intéresser au comportement à l'école, c'est que les enseignants, et en particulier les jeunes enseignants, disent « mais moi j'ai plein de choses à transmettre à mes élèves, mais qu'est-ce que je fais à peu près 45%, 50%, 60% du temps ?» C'est de la discipline. Et bien sûr que les enseignants ne se sont pas engagés dans ce métier-là pour faire de la discipline, ce n'est pas le but. Mais en attendant, c'est la situation qu'ils rencontrent dans leur classe. Et donc, les difficultés, en général, la hiérarchie n'a pas forcément les moyens de les accompagner. La formation ne les satisfait pas. Et je vois souvent des enseignants qui me disent « mais qu'est-ce qu'on se sent seul ?» Parce qu'en plus, on est tout seul dans la classe. Dans le meilleur des cas, en maternelle, on a une ATSEM. Mais sinon, à partir de l'élémentaire, on est vraiment tout seul. Qu'est-ce que ça provoque? J'ai mis les inégalités scolaires parce que c'est vraiment une conséquence immédiate. C'est que les enfants qui ont la chance de venir de familles qui peuvent les accompagner par ailleurs finissent par s'en sortir bon gré mal gré, de toute façon, bon an mal an, de toute façon. Et c'est les autres qui se retrouvent à être le plus en difficulté. Et puis c'est vrai que la France, c'est quand même l'un des champions, non seulement des inégalités scolaires, mais aussi de l'anxiété à l'école. Donc on voit qu'une grande partie des élèves, quand même 1 élève sur 5, n'aime pas du tout aller à l'école, et il y en a beaucoup plus que ça qui disent qu'ils s'ennuient. Ils peuvent être sages, mais ils s'ennuient quand même. Et on sait aussi, beaucoup de recherches le montrent, que le climat scolaire, c'est beaucoup de choses à la fois, mais que ça a un gros effet, un effet très important sur la réussite des élèves. Alors, je disais le climat scolaire, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un construit multidimensionnel qui englobe aussi bien les relations entre pairs que les relations entre les professeurs et les élèves, que le nombre d'altercations qu'il peut y avoir, que la discipline, que toutes sortes de choses. Mais l'idée, c'est d'avoir un environnement d'apprentissage qui permette aux enfants d'apprendre sereinement. Et il y a 2 dimensions principales. C'est pour les enseignants, comment ils réussissent à gérer leur classe au niveau des comportements, et puis comment ils réussissent à permettre à chaque élève d'apprendre le mieux possible. Alors ça, vous imaginez bien que pour réussir à faire tout ça, je pense qu'il faut que les enseignants au XXIe siècle, ça soit vraiment des super-héros. Parce qu'il faut réussir. On voit souvent des images où un enseignant est entouré de plein d'élèves. Il en a 25 autour de lui qui posent chacune une question différente. Et en plus de tout ça, il faut évidemment qu'il leur fasse apprendre les tables de multiplication, les conjugaisons, les conjonctions de subordination, les épithètes et bien d'autres choses encore. Alors, toi, tu ne vas pas encore à l'école. Et profites-en. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un petit peu le thème de la journée. Et en fait, on m'a dit qu'on me ferait signe vers 9h45, mais c'est tout à fait possible que j'ai fini avant, parce que ce qui me semblait important, c'est plutôt qu'on puisse échanger, qu'on puisse répondre, et que vous puissiez aussi, vous, entre vous, partager vos expériences, et puis peut-être apporter des solutions ou des retours d'expérience que vous avez fait dans la classe, ou qu'en tant que parent, vous avez vu dans l'école de vos enfants. Donc, le sujet, c'est vraiment de parler du soutien au comportement positif. Pour pouvoir parler des comportements positifs, il faut d'abord qu'on voit un petit peu quels sont les types de problèmes. Alors sur cette diapo, on voit un petit peu les choses comme si on était de l'extérieur, dans la peau de l'enseignant ou d'un spectateur ou même des autres élèves. On voit des difficultés qui sont rencontrées au niveau du respect des règles de la classe. Quand un élève, je sais pas, dérange les autres, tape, bouscule, ça pose vraiment des problèmes. On voit des comportements oppositionnels, mais non, moi je ferai ce que je veux, je le ferai pas de toute façon. On voit parfois aussi
des enfants qui se sentent en échec et qui donc ne sont pas engagés dans les apprentissages, ne persévèrent pas au-delà d'un premier échec. Et puis des difficultés de régulation émotionnelle, de l'impulsivité, des colères, des pleurs, etc. Donc ça, c'est un peu vu de l'extérieur, mais du point de vue de l'enfant, qu'est-ce qui se passe quand il y a tout ça à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il se passe que l'enfant, s'il ne se comporte pas de manière adaptée, je sais qu'il y a un stand de la discipline positive ici, il y a certainement beaucoup de gens qui ont lu Catherine Guéguen, que je vois dans la salle, bonjour Catherine, ou Isabelle Filiosa, ou d'autres personnes qui ont beaucoup travaillé sur la question des émotions de l'enfant. L'enfant qui a un comportement inadapté, c'est pas parce qu'il choisit d'avoir un comportement inadapté. Un enfant qui va bien, qui est bien dans sa tête, bien dans son corps, en général, il s'adapte. Et puis, un enfant qui comprend aussi le pourquoi du cadre s'y adapte mieux. Donc un enfant qui a un comportement inapproprié, c'est un enfant qui n'est pas bien pour une raison ou pour une autre, qui peuvent être aussi variés que ses ressources personnelles. Il peut être en difficulté, il peut avoir un fonctionnement cognitif qui est un peu différent des autres. Il peut venir d'une famille où les codes ne sont pas les mêmes que ceux de l'école. Enfin, il peut se passer toutes sortes de choses, d'environnements culturels très différents, etc., etc. Mais en pratique, ça se traduit par du stress. Ça se traduit aussi par un épuisement cognitif. Si un enfant a besoin de très peu, enfin, est capable de se concentrer pendant très peu de temps et qu'on lui demande de rester assis sur une chaise pendant toute la journée, il ne va pas pouvoir apprendre efficacement pendant toute la journée. Évidemment, le stress est souvent corrélé à, ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut être de la détresse psychologique. En général, un enfant en échec voit son estime de soi diminuer. Et un exemple qui est tiré des recherches qui est très caractéristique, c'est que les meilleurs élèves qui entrent en classe prépa, il y a pas mal d'études là-dessus, s'ils rentrent en classe prépa, en général, c'est qu'ils ont eu un parcours scolaire brillant, ils ont en général eu le bac avec mention très bien, etc. Ils arrivent en classe prépa et qu'est-ce qu'on voit? Une chute de l'estime de soi monumentale parce que d'un coup, on met tous les meilleurs tous ensemble. En général, pour bien les mettre dans le bain, ils se retrouvent avec des notes complètement pourries pendant le premier trimestre, histoire de bien les stimuler, de leur donner envie de se mettre à bosser. Et donc, l'estime de soi chute pendant les premiers mois de classe prépa chez des jeunes qui ont eu un parcours scolaire en général complètement exemplaire, hein, et facile, on peut dire, en général. Hein. Et donc, ça veut dire que leur repère intérieur, en quelque sorte, leur connaissance de leurs valeurs et de leurs capacités, elle est déterminée par le regard extérieur et par la compétition dans laquelle ils se trouvent d'un coup. Donc voilà, donc, imaginez bien si ça se passe pour des élèves en classe prépa, ce qui peut se passer dans la tête d'un bout de chou qui arrive en CP et qui n'arrive pas à apprendre à lire, c'est encore pire. Vis-à-vis de l'extérieur, un enfant qui a du mal, qui fonctionne de manière un peu différente des autres, très souvent, il est confronté à des interactions qu'on peut appeler des interactions sociales négatives. Ça peut être des moqueries de la part de ses camarades, mais ça peut être aussi tout simplement un enseignant qui, au bout d'un moment, il anticipe qu'il va y avoir une question à côté de la plaque, qu'il va y avoir une intervention intempestive. Et les enseignants ont leurs émotions aussi, et il ne peut pas s'empêcher soit de soupirer, soit de hausser les épaules, de hausser les sourcils. Et l'enfant y est sensible, il le voit. Donc toutes ces interactions qui peuvent être très désagréables. J'ai assisté à une conférence il n'y a pas très longtemps où on disait que pour un enfant différent, à l'école, il y a une interaction sociale négative par minute, vous imaginez ? Alors que les recherches montrent que pour aller bien dans l'ensemble, statistiquement, même si c'est un peu grossier, il faut entre une interaction négative pour 3 interactions positives, voire plus, 3 à 6. Donc s'il y en a une par minute, vous imaginez le nombre d'interactions positives qu'il va falloir pour compenser tout ça. Alors en pratique aussi, au niveau du travail scolaire, ça peut se traduire par de l'évitement. Je sais que je vais avoir du mal à faire cet exercice de mathématiques, donc je vais plutôt faire le guignol. Comme ça, je serai punie, mais c'est quand même moins pire d'être punie que de se confronter à une situation d'échec. Ou bien de l'opposition, non, je le ferai pas. Et tout ça, ça résulte aussi de la comparaison sociale des élèves. Les élèves se comparent entre eux, même dans une école où il n'y a pas de notes, même dans une école où le travail est différencié, est individualisé. On est à Montpellier, vous avez ici un professeur à l'université qui s'appelle Sylvain Connac, que certains d'entre vous connaissent peut-être.
et qui a beaucoup travaillé sur la différenciation pédagogique. Même en donnant des plans de travail individuels, les enfants savent très bien où ils se situent par rapport aux autres et on peut difficilement les empêcher de se comparer. Et de toute façon, les recherches en psychologie sociale montrent que chez les adultes, c'est exactement pareil. C'est aussi un des moteurs qui, lorsqu'elle est faite de manière positive, peut nous aider à avancer. C'est-à-dire si on se compare à quelqu'un qui est juste un peu plus avancé que nous, par exemple, j'entendais Lucie tout à l'heure dire qu'elle avait envie de créer une école. Si elle échange avec des gens qui viennent de créer leur école et qui peuvent partager leur expérience, je pense que ça va lui donner envie d'avancer plus vite. Si elle se compare avec des écoles qui ont 30 ans d'existence et qui sont déjà bien implantées et qui font des choses, même si elles sont formidables, peut-être que ça peut être un peu décourageant. Voilà. Donc on est à ce tableau-là et je pense que les enseignants, ce qui fait que c'est si difficile pour eux aussi quand ils sont dans une situation de gestion de classe difficile, c'est qu'ils savent tout ça. Et que tout en sachant tout ça, pour protéger un élève, ils ne peuvent pas négliger les 24 autres. Donc ils sont bien obligés de composer de façon à répondre aux besoins de tous. Et en France, l'une des réponses à ça, c'est encore malheureusement trop souvent, c'est l'objet de la slide suivante, les punitions. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est un chercheur parisien qui s'appelle Franck Ramu et qui est en train de préparer un MOOC. Je pense qu'il n'est pas encore tout à fait sorti, mais sur notamment la gestion de la classe. Et il cite des textes qui sont sur Eduscol, sur le site du ministère de l'Éducation, où la question de la punition est évoquée et c'est pas condamné de manière tout à fait unilatérale. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas les punitions ? Les enseignants le savent bien. Les punitions peuvent avoir une efficacité à très court terme. C'est-à-dire que sur le moment, évidemment, l'enfant qui est puni, il va arrêter son comportement. Mais qu'est-ce qui va se passer après ? D'abord, il va en vouloir à l'enseignant. C'est ce qu'on appelle l'erreur d'attribution. Il ne va pas se dire « Ah ben oui, c'est vrai, j'ai vraiment fait une connerie, je ferai mieux la prochaine fois ». Il ne va pas se dire ça. Il va se dire « Ouais, mais moi, il m'a puni, mais l'autre, il ne l'a pas puni », sans se dire que l'autre élève n'a pas eu un comportement inapproprié. Donc, c'est pas juste. Donc, le prof, s'il fait ça, c'est parce qu'il ne peut pas me sentir. Et donc, ça va entraîner un cercle vicieux qui va amener l'élève à avoir des comportements de plus en plus d'opposition ou de plus en plus désagréables. L'autre question, et c'est ce dont on va venir tout à l'heure, ce sur quoi on va venir tout à l'heure par rapport au comportement positif, c'est que les enfants qui ne savent pas lire, on leur apprend à lire. Quand ils ne savent pas calculer, on leur apprend à calculer. Quand ils ne savent pas se comporter à l'école, qu'est-ce qu'on fait ? On les punit. C'est ce que dit le chercheur dont je vais vous parler tout à l'heure, Steve Bissonnette, un chercheur canadien. Et au Canada, ils se sont mis à travailler sur l'enseignement explicite des comportements, c'est-à-dire qu'on enseigne les comportements attendus au même titre qu'on enseigne les mathématiques, le français, la géographie, les sciences et bien d'autres choses encore. Deux petites choses encore sur les punitions aussi, c'est que c'est comme les enfants avec les baffes, heureusement maintenant c'est interdit, mais les châtiments corporels, ça finit par perdre complètement son efficacité parce que ça a généré de la peur, puis une fois que 2-3 fois, une fois que c'est arrivé, on finit par dire bon ben ça fait mal mais ça passe, et c'est pareil avec les punitions. Donc elles sont progressivement de moins en moins efficaces, et donc en général ça entraîne une sévérité de plus en plus grande. Donc tout ça c'est vraiment un cercle vicieux à essayer d'éviter, et c'est pas toujours facile. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de cadre. Même dans l'école idéale que nous décrivait Mathieu tout à l'heure, il y a besoin de réguler les interactions sociales entre les enfants, il y a besoin de savoir vers quoi on a envie d'aller, on n'est plus simplement en garderie. Et donc si il y a des infractions au cadre, c'est important que les enfants sachent, et c'est ce qu'explique aussi très bien la discipline positive par exemple, qu'il va y avoir une conséquence. Mais cette conséquence, il faut qu'elle ait un lien avec la faute qui a été commise ou l'erreur qui a été commise. L'écart de comportement, s'il est de l'ordre d'une violence à l'égard d'un autre enfant, c'est pas en faisant copier 100 fois « je ne battrai plus mes camarades » que l'enfant va apprendre à mieux se comporter. C'est
en l'éduquant à l'empathie, en leur apprenant, on verra tout à l'heure par exemple, les messages clairs qui sont très pratiqués à l'école, la communication non violente, et en apprenant en instaurant ce qu'on appelle aujourd'hui la justice restauratrice ou réparatrice. Donc ça, c'est une vraie distinction qui est très très difficile à faire passer auprès des parents. Les parents ont l'impression que quand il y a une sanction, même si ça fait partie de règles qui ont été établies, qui ont été bien structurées, ça reste dans la tête quand même des punitions. Donc c'est vraiment tout un travail de pédagogie à faire aussi dans la relation avec les parents. Est-ce que jusque-là, ce que je vous ai raconté, ça vous semble à peu près clair? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que je précise avant de poursuivre? Merci. Alors, je vous emmène au Canada. Je vais vous donner 3 exemples de chercheurs ou de personnes qui ont vraiment travaillé sur cette question du soutien au comportement positif, parce que c'est vraiment quelque chose qui demande une formation, qui demande un changement de posture de la part de l'enseignant et qui ne s'improvise pas. Donc qui demande aussi pour l'enseignant de pouvoir être bienveillant vis-à-vis de soi-même, de se dire... la formation que j'ai reçue jusqu'à présent et l'école où j'ai été étant enfant ne m'a pas forcément préparée à ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Au Québec, ils ont exactement les mêmes problèmes que nous en termes de comportement, de classes surchargées, etc. C'est pas du tout le paradis. Et donc, Steve Bissonnette, c'est là où j'ai un peu besoin de mes antisèches, par exemple. Il est à l'université TELUC de Montréal. Et il a travaillé pendant une vingtaine d'années, je vais y arriver, voilà. Ouais, pendant plus de 30 ans même, auprès d'élèves en difficulté et auprès du personnel scolaire dans des écoles de niveau élémentaire aussi bien que secondaire. Et il s'intéresse évidemment aux travaux sur l'efficacité de l'enseignement dans des écoles. Alors ça, c'est un terme en France qui passe pas très bien, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas que au soutien au comportement positif, il s'intéresse à comment on a des écoles qui sont efficaces pour permettre aux enfants de réussir. Et en France, parler de performance, on assimile ça en général à des termes du néolibéralisme. Et là, c'est pas du tout leur propos. C'est vraiment comment des enfants dans des quartiers particulièrement défavorisés peuvent réussir aussi bien que ceux qui viennent de milieux plus favorisés. Donc j'aurai l'occasion de vous reparler de son approche tout à l'heure. L'autre personne, c'est encore en milieu anglo-saxon, elle est à Londres, elle s'appelle Noëlle Janice Norton. Est-ce que certains d'entre vous la connaissent? Parce que l'un de ses ouvrages est traduit en français. Non, personne. Donc elle a été chercheure au départ et puis après elle a fondé un centre. Elle s'occupe principalement de parentalité, mais ce sur quoi elle travaille peut tout à fait être appliqué dans les classes. Et donc le titre de son approche, c'est la parentalité plus calme, plus facile et plus heureuse. Et enfin, j'aimerais vous signaler, parce que c'est à Montpellier, une expérimentation qui existe au CHU, qui s'adresse au départ plutôt à des familles. Au départ, c'est l'intervention auprès des familles qui a été transposée à l'école, parce qu'ils se sont rendus compte que le travail qui était fait avec les familles, comme il n'y avait pas de lien avec l'école, il n'y avait pas de cohérence et qu'il n'y avait pas de transfert non plus des compétences. Donc ils ont adapté leur programme parental dans ce qu'ils ont appelé un contrat soins parent-école. Et c'est une psychiatre du CHU qui s'appelle Diane Purper-Wakil, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a présenté ce travail qu'elle fait avec toute l'équipe qui s'occupe des enfants à besoins éducatifs spécifiques. C'est souvent des enfants qui ont un diagnostic qui peut être un TDAH, un trouble de déficit attentionnel avec hyperactivité, ou bien un trouble du spectre autistique, un TSA par exemple. Et leur concept, et ça je pense que c'est vraiment important par rapport à l'école aussi, c'est basé sur une approche qu'on appelle le goodness of fit, c'est-à-dire adapter les demandes de l'environnement aux ressources de l'enfant. En Inde aussi, il y a l'économiste qui a reçu le dernier prix Nobel, Esther Duflo, qui travaille sur l'enseignement des mathématiques, et elle parle de teaching at the right level, donc enseigner au bon niveau, en constatant que très souvent les programmes scolaires sont complètement décorrélés du niveau réel des élèves, et dans la mesure où les programmes sont là, les profs cavalent pour couvrir le programme, mais les enfants, ils
cavalent derrière tant qu'ils peuvent, et puis quand ils peuvent plus cavaler, ils lâchent, et donc on se retrouve avec des niveaux complètement insuffisants, par exemple à l'entrée au collège. C'était le thème d'une des récentes émissions Être et savoir de Louise Touré sur France Culture, où les enseignants de collège disent que vraiment il y a des bases qui n'ont pas pu être acquises. Et pourquoi elles n'ont pas été acquises? Certainement parce que les programmes ont été trop chargés au départ, et donc les enfants n'ont pas eu le temps. Catherine Guéguen vous parlera tout à l'heure aussi du cerveau de l'enfant, j'imagine, mais les enfants ont besoin de temps pour assimiler et pour automatiser un certain nombre d'opérations, et ça se fait pas en cavalant, justement. Donc voilà, je trouve cette expérience vraiment intéressante. C'est sous la forme de 6 séances où les familles, les enseignants et les soignants se rencontrent. Au cours de la première séance, il y a un objectif qui est déterminé. Cet objectif, il faut qu'il soit le plus spécifique possible. Donc si un enfant, par exemple, imaginez un enfant qui est porteur d'un trouble du spectre autistique et qui a vraiment des difficultés à réguler ses émotions quand il se passe quelque chose d'imprévu dans la classe. Ça arrive, hein, la porte s'ouvre parce que quelqu'un rentre dans la classe, l'enfant se met à hurler parce qu'il est vraiment complètement perturbé. On peut fixer comme objectif qu'on travaille spécifiquement sur le fait de pouvoir accepter que la porte s'ouvre sans se mettre à hurler. Donc il y a eu un travail qui est fait avec l'enfant, avec l'enseignant, etc. Et les soignants un soignant va, si le professeur est d'accord, observer l'enfant dans la classe pour pouvoir mettre ensemble des solutions. C'est l'étape 2, etc. Et jusqu'à la 6e séance. Et si vraiment il y a encore besoin de continuer, ils peuvent faire 6 séances supplémentaires. Mais l'objectif, c'est pas du tout d'instaurer un suivi qui se pérennise. C'est vraiment une intervention ciblée, ponctuelle, et dont l'enseignant puisse bénéficier pour l'appliquer éventuellement à d'autres élèves aussi. Donc bravo Montpellier pour cette initiative. Alors, je vous parlais du Québec tout à l'heure. Le point de départ de Steve Bissonnette, ça a été comment se fait-il que certaines écoles qui sont dans des zones très très défavorisées, équivalentes à nos REP+, réussissent à faire réussir les élèves aussi bien, voire mieux, que les écoles de milieux favorisés, alors que d'autres écoles n'y arrivent pas du tout. Et donc, il est allé faire une enquête comparative, il est allé essayer de voir quels sont les déterminants du succès de ces écoles. Et ils se sont rendus compte que parmi les facteurs, il y avait notamment le fait que lorsque toute l'école fonctionnait de manière systémique, de manière cohérente, c'est-à-dire en appliquant les mêmes règles dans les classes, mais aussi à la cantine, mais aussi en périscolaire, à l'étude. C'était au départ principalement sur des collèges, je crois. Déjà, ça fonctionnait mieux. Il en est arrivé à une statistique où il disait qu'en formant les établissements, si le chef d'établissement, les équipes pédagogiques et toutes les personnes qui gravitent autour, si 80% de l'établissement est d'accord, on y arrive. S'il y a moins de 80%, il y a trop d'incohérence, de disparité entre ce qui se passe d'un cours à l'autre, ou bien entre l'école et la cantine. Et à ce moment-là, les enfants se faufilent dans les interstices et on ne réussit pas vraiment à les faire réussir. L'autre grand déterminant, évidemment, c'est la formation des enseignants. Et là aussi, je vais retrouver mes antisèches parce que les chiffres étaient absolument effrayants. Il disait qu'on avait besoin d'enseignants qu'il appelait plus efficaces. Il nous disait que 40% d'enseignants au Québec font usage d'une pédagogie déficiente et qui entraîne une performance en classe de piètre qualité. Et que seulement 8% font preuve d'un recours systématique à des stratégies d'enseignement efficaces. Alors un exemple, on le voit parfois dans les classes, on parle aujourd'hui beaucoup d'enseignement explicite, pour que l'enfant sache pourquoi on apprend quelque chose dans la structuration d'un cours. Et là, je pense que les enseignants qui sont ici le savent mieux que moi. Et merci de ne pas me jeter de tomates parce que, par contre, c'est pas le cas partout. C'est de commencer toujours une séquence par l'énoncé de l'objectif. Voilà ce qu'on va apprendre avec cette séquence. Et puis on fait toute la séquence, etc. Et une clôture de la séquence à la fin. Et en suivant trois étapes sur lesquelles je reviendrai, qui est d'abord l'enseignement par le prof, puis une pratique guidée, puis une pratique autonome. Et ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on n'a pas le temps, parfois, on n'y pense pas. Donc, ça fait partie des éléments qu'il a relevés. Il donne des formations depuis très longtemps.
Vous trouverez aussi des conférences en ligne qui sont vraiment riches et intéressantes. En plus, il a un accent québécois absolument délicieux. Donc, je vous recommande vivement de les regarder. Et donc, ce qui lui a semblé le plus important à la fin aussi, c'était la qualité des interactions entre les équipes et les élèves. Et c'est comme ça qu'il a développé, en s'inspirant d'une approche nord-américaine, ce qu'il a appelé le soutien au comportement positif. Et moi, en tant que chercheuse, ce qui m'intéresse, c'est aussi que ce dispositif, il a donné lieu à plein de recherches, plein de tests en Amérique du Nord. Il y a actuellement une expérimentation en cours dans l'Académie de Besançon. Il y a des travaux en Belgique aussi. Donc c'est quelque chose qui est en train de se généraliser parce qu'on a un dispositif qui est réplicable, qui peut donner lieu à des recherches et qui ont fait leurs preuves. Donc on voit que une fois qu'on a pu travailler sur ces deux aspects qui sont la gestion de la classe et la gestion des apprentissages, on arrive à aider 80% des élèves. Donc c'est ce qu'il a montré. Je trouve que c'est assez rassurant aussi par rapport à l'idée de ce qu'on pourrait mettre en place. C'est que il y a une fois qu'on a mis en place un certain nombre d'éléments dont je vais vous parler, on réussit à aider 80% des élèves. Donc dans une classe de 25, ça fait au moins une vingtaine d'élèves, c'est déjà pas si mal. Après, il en reste 4-5 dans une classe de 25 avec qui ça reste difficile et avec qui il va falloir trouver des accompagnements ciblés, que ce soit en raison de difficultés importantes au niveau des apprentissages ou au niveau des comportements. Et là, on va voir aussi ce qu'il appelle sélectif, ce qu'on propose comme intervention pour ces enfants qui restent en difficulté. Et puis, souvent, il en reste 5%. 5% dans une classe, ça peut en faire un, avec qui ça reste très, très, très difficile, quelles qu'en soient les raisons, et qui peut avoir besoin d'un soutien spécifique. Parfois, c'est une AVS, parfois, c'est un travail à faire avec la famille. Et donc, je vous disais tout à l'heure que l'approche était systémique. Systémique, l'idée, c'est qu'en faisant bouger un élément, l'ensemble du système va bouger. Et donc, si tout le monde travaille de manière cohérente, l'enfant va se sentir pris dans un espace sécurisant, parce que les règles seront les mêmes partout. Les règles seront explicites, et donc il sait très bien que s'il y a un écart de comportement, il va y avoir une conséquence. Et c'est très cohérent, et c'est rassurant aussi pour ça. Donc ça passe par un engagement collectif d'abord. Donc je vous disais tout à l'heure, 80% de l'établissement. Et ça, c'est difficile en France parce que, contrairement à l'Angleterre ou au Québec, ce n'est pas le chef d'établissement qui choisit de recruter son enseignant. L'enseignant arrive parachuté grâce à son nombre de points qui fait que son ancienneté lui donne le droit d'entrer dans telle ou telle école avec ses propres idées et pas forcément en adéquation avec les idées avec le projet d'établissement ou avec l'idée du chef d'établissement. Encore plus dans les écoles primaires où le directeur a un rôle d'administration, mais pas du tout un rôle de supérieur hiérarchique. Donc si tout le monde est de bonne composition, et ça arrive, j'accompagne une école dans le 19e arrondissement où tout le monde travaille sur les émotions et il y a 8 enseignants et la directrice, et c'est cette faculté de la directrice d'embarquer tout le monde dans un projet commun qui réponde aux besoins des enseignants qui a fonctionné. Mais pour une école qui fonctionne comme ça, combien il y en a où chaque enseignant est tout seul dans sa classe et puis c'est pas qu'ils n'ont pas envie de collaborer, ils sont épuisés, ils n'ont pas le temps. Et donc, ça c'est une chose qui devrait vraiment être changée, je pense. Donc, en admettant qu'on est dans ce collège idéal où 80% de l'équipe, y compris les personnels non enseignants, est d'accord pour se lancer, il faut commencer par créer un comité de pilotage qui est intercatégoriel, c'est-à-dire il y a aussi des conseillers pédagogiques, s'il y a des conseillers pédagogiques, ou psychologues scolaires, ou responsables de la cantine, les personnes qui font le ménage. Il faut que tout le monde puisse participer pour avoir son mot à dire dans cet environnement. Et on travaille ensemble pour identifier les valeurs, parce que c'est de ces valeurs que vont découler les grandes règles qu'on va pouvoir établir. Alors les valeurs, selon les établissements, ça peut être la coopération, ça peut être de donner du sens aux apprentissages, ça peut être l'ouverture sur le monde, ça peut être aussi le respect mutuel, ça peut être plein de choses. Et on en définit 3 ou 4 qui vont être la boussole qui va tout guider, qui va tout déterminer. Et ça va pouvoir être explicité aussi aux élèves.
Donc il va falloir préparer des supports visuels. Ici, on voit qu'il y a plein d'affiches tout autour. C'est d'avoir aussi visuellement ces choses qui sont inspirantes, qui vont contribuer à permettre de mettre en valeur, ces valeurs en action à l'établissement. Ensuite, à partir de là, si les valeurs, c'est par exemple le respect et la collaboration, on va déterminer un certain nombre de comportements attendus. Et ça, on va les déterminer autant que possible avec tout le monde, y compris avec les élèves. Alors, je pense que les enseignants qui sont ici, ceux qui pratiquent par exemple une pédagogie inspirée de Freinet ou de la pédagogie nouvelle, la pédagogie institutionnelle, on a un conseil d'élèves. Pendant le conseil d'élèves, on peut établir les règles de l'école ou les règles de la classe. Et lorsque les élèves sont associés à l'élaboration des règles, évidemment, ils vont les respecter bien mieux que si elles leur tombent toutes crues et imposées de l'extérieur. Ils vont parfois même s'attacher plus à les faire respecter entre eux s'ils ont contribué à cette élaboration. Et en même temps, on peut aussi dire qu'il y a un certain nombre de choses qui relèvent de la loi, parce que si les enfants décident qu'ils ont le droit de se taper dessus, il faut quand même à un moment pouvoir mettre des limites. Et donc dans certaines écoles, on explicite au tout début de l'année, le premier jour, voilà, il y a la loi, les règles et puis les normes sociales. Donc la loi, c'est vraiment pas de violence physique et verbale, et ça peut pas être mis en cause par les règles. Par contre, les règles, ça peut être est-ce qu'on a le droit de se lever pour aller aux toilettes sans demander la permission? Est-ce qu'on lève la main pour parler ou est-ce qu'on fait autrement? Je reviens d'un séjour en Angleterre où ils font comme ça quand ils veulent demander la parole. Et c'est pas du tout la même chose que de lever la main comme ça. Ça veut dire aussi, voilà, ça peut être j'ai quelque chose à apporter. C'est quelque chose qui est utilisé parfois dans les débats philo. Donc voilà, ça peut être de réfléchir à toutes les petites choses qui, dans la pratique, semblent aller de soi et donner la parole aux enfants par rapport à tout ça. Ensuite, voilà, le système de valorisation. C'est un peu compliqué, valorisation, c'est pas on donne des bons points, mais c'est en même temps soutenir les comportements positifs plutôt que punir. Ça doit être marqué d'une manière ou d'une autre. Et donc, je vais y revenir tout à l'heure, je crois, je me semble que j'ai une slide là-dessus, mais le système de valorisation, c'est par exemple quand vous êtes face à la classe et puis il y en a 2 ou 3 qui sont encore complètement agités, plutôt que de rappeler à l'ordre les 2 ou 3 qui sont agités, ça peut être de dire « je remercie Charlotte » ou « je remercie Pierre » qui est déjà assis, prêt à travailler. Et comme ça, les autres enfants qui cherchent, soit qui sont complètement dissipés, soit qui cherchent à attirer l'attention du prof, vont eux aussi se mettre à travailler et à ce moment-là, penser à les remercier eux aussi. Ça peut être simplement un geste, un petit clin d'œil, quelqu'un m'a fait comme ça tout à l'heure, donc merci, ça me permettait de voir que ça avait l'air à peu près clair ce que je racontais. Donc c'est pas forcément des récompenses matérielles. Après, ce que propose Steve Bissonnette, ça peut être aussi parfois des récompenses matérielles, et il raconte notamment cette histoire que je trouve assez jolie. Il a un bocal dans la classe, enfin l'enseignant a un bocal dans la classe, dans laquelle quand il trouve que soit un individu dans la classe, soit l'ensemble de la classe a vraiment super bien travaillé aujourd'hui, c'était extrêmement agréable de travailler avec vous, j'ai passé un très bon moment, ben tiens, je mets une bille ou une pâte dans le bocal, et quand le bocal arrive à tel niveau, eh ben, on fera quelque chose ensemble pour célébrer cette réussite du fait qu'on a été bien ensemble à l'école. Vous voyez, c'est pas la même chose qu'une récompense ou qu'un bon point, c'est vraiment se dire, voilà, collectivement, on a fait quelque chose de chouette, hein, ou bien individuellement, une personne a contribué à la vie de l'école pour qu'il se passe quelque chose de chouette, et donc on exprime la gratitude, et à la fin, on célèbre tout ça. Donc ça passe vraiment par une manière de penser la valorisation des comportements qui est liée plus à la gratitude, à la reconnaissance, qu'à la récompense en soi. Et c'est en général pas des récompenses matérielles, évidemment. Après, le pendant de ça, c'est quand même, si c'était miraculeux et si c'était si simple, ça se saurait. Malgré tout, il reste quand même, les enfants sont des enfants, ils apprennent aussi en se confrontant à un cadre, ils essayent, ils testent, donc il y a parfois aussi des comportements inappropriés, et ça peut aller jusqu'à des troubles des conduites, donc il peut y avoir même des choses extrêmement violentes. Donc là, l'équipe définit, là aussi en amont, en listant autant que possible les comportements inappropriés qui peuvent se produire. Donc ça peut être des bagarres, ça peut être la perturbation, ça peut aller jusqu'au bavardage qui est un petit comportement indésirable mais qui quand même, quand il est récurrent, est très gênant.
Et je vais y revenir tout à l'heure aussi, on distingue entre ce qu'on appelle les écarts de comportement majeurs et les écarts de comportement mineurs. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment graves et qui nécessitent d'appeler immédiatement les parents. Je veux dire, si s'est passé quelque chose de violent dans la cour de récréation, on ne laisse pas passer ça. Par contre, si c'était... je sais pas, moi j'ai fait tomber mon stylo 50 fois juste pour énerver la prof ou pour embêter mes copains. Ben, là, on fait autrement. On commence par discuter, on rappelle la règle, on discute avec l'enfant. Après, il peut y avoir des fiches de réflexion. Il peut y avoir toute une gradation. Voilà. Et après, ben, c'est de la recherche aussi. Et donc, il y a un suivi des données. Alors, le recueil et suivi des données, pour les profs, ça peut être un peu fastidieux, parce que ça voudrait dire quotidiennement de noter un peu ce qui s'est passé, surtout s'il y a eu des incidents graves. Mais ça a une vraie utilité par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, l'erreur d'attribution. Lorsqu'un enfant, au bout de 3, 4, 5 fois des écarts de comportement mineurs qui sont récurrents, ça finit par devenir problématique. Donc on finit par aussi convoquer éventuellement une commission ou les parents. Et l'enfant peut avoir un vrai sentiment d'injustice, c'est-à-dire oui, mais là j'ai fait tomber mon crayon et l'autre il a fait tomber le crayon et toi tu appelles mes parents. Et là pouvoir lui dire mais attends, regarde. Combien de fois c'est arrivé là, 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 là. Et donc, c'est pas pour t'embêter, mais c'est parce que ton comportement perturbe l'ensemble de la classe. Et là, il faut vraiment qu'on trouve une solution ensemble. Et là aussi, c'est pas punitif, c'est rechercher des solutions ensemble. Et donc tout ça, évidemment, ça se fait pas tout seul. Ça suppose que l'inspection académique, le rectorat, enfin en tout cas la hiérarchie de l'éducation nationale suivent le mouvement, accompagnent et vous soutiennent parce que surtout si vous essayez de mettre ça en place, forcément au début il peut y avoir des ratés, puis on ne pense pas à tout et on apprend nous aussi en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs, on apprend de nos erreurs. Et il y a parfois ce que les enseignants appellent la double peine, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'innover dans leur classe pour mieux répondre aux besoins des enfants. Il y a eu une difficulté parce que c'était le début, et ils étaient tout seuls, ils sont auto-formés, enfin, c'était déjà compliqué. Et en plus, ils se font taper sur les doigts par l'inspecteur ou l'inspectrice qui dit enfin bon, vous n'avez qu'à faire comme tout le monde et puis ça ira très bien. Donc voilà, ça, il faut absolument qu'on ait quand je parlais d'approche systémique, c'est pas seulement au niveau de l'établissement, c'est vraiment au niveau de l'ensemble de l'éducation nationale. Voilà, je crois que en fait j'ai suivi ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Je rajoute juste les choses que j'ai pas dites, donc les valeurs j'en ai parlé. L'importance de la manière dont on formule les choses. Si on dit à un enfant en classe arrête de crier, c'est pas du tout la même chose que si on lui dit parle doucement. Je sens que je suis en bonne compagnie. Donc il faut marcher dans la classe et pas ne pas courir. Voilà, tout ce qui est attendu doit être demandé à prendre la parole plutôt que ne pas interrompre, etc., etc. Et c'est pas toujours évident. Mais c'est vraiment très très important et pour que ça rentre progressivement dans la culture, c'est vraiment une culture professionnelle et une culture d'école qu'on construit ensemble avec les enfants. C'est important qu'il y ait des supports visuels et que ces supports visuels se trouvent aussi bien à la cantine et au gymnase que dans la salle de classe ou dans les couloirs. Donc qu'il y ait une harmonie à tous les niveaux. Et de la même façon que l'enseignement explicite, ça ne soit pas que dans la classe, mais qu'il y ait ça pour la cantine, pour la cour de récré. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un problème dans la cour de récré? Qui est-ce qu'on va voir? Comment on fait si on est témoin? Comment on fait si on est impliqué, etc. Donc il y a tout un travail à faire qui peut se faire sous forme de... Ça rentre dans l'éducation morale et civique. Hein, ça peut être sous forme d'atelier philo, ça peut être sous forme de jeu de rôle, ça peut être sous forme de théâtre. Il y a 1000 manières de le faire. Et c'est ce que j'aime bien dans cette approche par le soutien au comportement positif. C'est pas une recette qui doit être réalisée d'une certaine manière. C'est un certain nombre d'ingrédients que la créativité des enseignants peut s'approprier et peut adapter de différentes manières. Donc voilà, là aussi, je me souviens que je vous disais une partie des choses qui étaient sur mes slides. J'ai vu que je suis bientôt à écart, j'ai vu. Quand je parlais des écarts de comportement majeurs et mineurs, là, il faut aussi dire, voilà, un écart de comportement mineur qui peut être de tel et tel ordre, il se passe ça et ça et ça, que les enfants sachent à l'avance ce qui va se passer. Et pareil pour les écarts de comportement majeurs, et il faut que ce soit appliqué de manière systématique, hein, surtout
au début, parce que sinon les enfants ont l'impression qu'il y a des menaces qui ne sont pas mises à exécution, et ça c'est la catastrophe. Et vraiment, tous les enseignants savent que les 15 premiers jours sont vraiment déterminants dans la réussite de la création d'un climat scolaire. Et aussi un écart de comportement mineur qui perdure, qu'on n'arrive pas à résoudre avec l'enfant. On peut demander l'aide des parents. Ça peut être aussi qu'il y a besoin d'un accompagnement, peut-être d'un orthophoniste, peut-être d'un psychomotricien. Enfin, il faut vraiment ne négliger aucune piste par rapport à tout ça. J'avais envie de vous donner un petit exemple. Je pense que tous les enseignants ici en ont des dizaines dans leur classe, mais d'une école qui avait... il y avait un tiers des enfants qui avaient des comportements violents au début de l'année scolaire. Donc ça a été très urgent d'établir ensemble les règles. Et donc les enfants ont fait la liste. Et ça allait jusqu'à embêter les gens dans la rue. Parce que quand ils allaient à la cour de récréation, qui était un parc, ils passaient dans la rue. Cracher, ça peut sembler évident. Et d'ailleurs, il y a des enfants qui disaient non, c'est évident. Eh ben, on avait bien fait de le mettre parce qu'avec cette classe, on les a emmenés un jour à l'opéra pour un spectacle. Et ils étaient au premier balcon et il y en a un qui a craché sur la tête des enfants qui étaient à l'étage en dessous. Donc, c'était l'enseignement explicite des comportements, c'est jusqu'aux évidences. Et donc là, ça a été quand même considéré comme un écart de comportement majeur. Mais donc les enfants eux-mêmes, après, se sont rendus compte qu'il y avait deux besoins. C'était le besoin de sécurité et le besoin de respect. Et à partir de là, ils ont établi un certain nombre de conséquences que les parents ont appelées des punitions. Et on leur a appris, les enseignants leur ont appris le message clair, qui était déjà une manière de résoudre les conflits. Voilà, donc je vais aller très très vite sur mes toutes dernières slides, mais je pourrais les laisser après si ça vous intéresse. Et puis peut-être que c'est ce qui va rentrer dans notre discussion. Oui, en fait, j'ai rajouté ça hier. Je voulais vous parler plus spécifiquement de ce qu'on appelle les compliments descriptifs, qui est encore une manière de renforcer positivement les comportements. C'est pas forcément dire, comme font souvent les Américains, « Ouais, c'est super ce que tu as fait !» Non, c'est un compliment descriptif. C'est d'abord spécifique. C'est j'aime beaucoup la couleur de ton dessin, ou je trouve que ton personnage, on voit très bien qu'il a l'air très content ou qu'il a l'air très triste. Et tu dois être fier de ce que tu as fait, par exemple. C'est pas je suis fier de toi. Donc c'est des compliments qui ne visent pas à renforcer la dépendance de l'enfant par rapport au regard extérieur ou au regard de l'adulte, mais qui au contraire vient le conforter dans l'estime de soi et dans le fait qu'il a le droit d'être fier de ce qu'il a fait. Ou bien s'il y a une difficulté, s'il y a eu un échec, c'est valoriser l'effort plutôt que valoriser le résultat. Donc t'as pas encore tout à fait réussi, mais tu as fait un bel effort et je suis sûre que la prochaine fois, tu vas y arriver. Donc voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé par Noël Janice Norton. Et il y a plein d'exemples dans son livre, donc je vous encourage éventuellement à y jeter un coup d'œil. Et puis je vais laisser la place aux questions. Oui, je sens qu'il va y en avoir quelques-unes. Donc bonjour. Bonjour. Alors, moi je vais revenir... je ne suis peut-être pas très objective, donc je suis peut-être la seule ici. Je suis enseignante en classe préparatoire. Donc voilà, donc vous avez déjà dit, donc c'était pour les bons élèves. Alors moi j'enseigne dans 2 types de classes préparatoires, une qui est un peu plus élitiste et une un peu plus moins prestigieuse. On s'intéresse aussi aux enfants qui n'ont jamais été forcément détectés aux jeunes au lycée et qui ont du potentiel. Et moi j'aime beaucoup détecter ceux-là, ceux qui n'avaient pas 15-16 de moyenne, mais qui ont du potentiel. Donc j'incite vivement tous les enseignants à le marquer ça quand ils vont faire le Parcoursup. Et l'autre chose, c'était sur l'estime de soi. Alors il y a 2 types de profils, je dirais, que Madame Barrault a illustré hier. Alors ceux de Joffre, juste à côté, là, ce sont des étudiants qui sont dans type stratège. Donc ils adorent la compétition et les notes, ça les stimule. Et il y a un autre problème de ces notes, justement. L'estime de soi, il l'associe à la note. Donc j'ai une mauvaise note, donc je suis nulle. Donc il y a un gros travail que l'on fait aussi en classe préparatoire pour dissocier l'élève de la note. Donc le problème de l'estime de soi, il vient de là, de la différence qu'ils vont avoir au lycée, quand ils ont un 15, etc., un 5, effectivement, on en met des 5. Le problème, c'est pas forcément nous, c'est l'exigence des concours. Bien sûr. Donc il faut quand même faire cette distinction-là. Voilà, donc l'estime de soi, il y a un gros travail. Le problème de mes élèves, de mes étudiants, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à des difficultés, donc ils ne savent pas les gérer. Et le problème des émotions, également, qui a été soulevé. Donc je voulais juste revenir sur ça, parce que ça m'a quand même touchée. Donc il y a quand même des enseignants qui sont bienveillants, même en classe préparatoire, qui se bougent pour le bien-être des étudiants qui deviendront des jeunes adultes. Oui, voilà. merci de le préciser.
Mais j'ai pas dit que tous les enseignants de préparatoire étaient des monstres, hein. Je parlais d'une étude spécifique qui a été faite, et j'ai une étudiante qui a fait un travail aussi sur des préparatoires qui sont en internat, et où c'était difficile pour eux. Mais il faut plus de gens comme vous. Bravo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez parlé de nous en pointillé, mais je pense que vous êtes la seule depuis hier. Enfin, De quel mot j'ai employé? Alors, j'y viens. Je pense que c'est important d'insister dessus. Du coup, on est une équipe là à être venue. Nous sommes animateurs et responsables d'ALAE et d'ALSH également. Donc, on est venu ici pour apprendre et pour se former à mieux accompagner les jeunes et les enfants qu'on encadre. Sur nos structures, on essaye, et la plupart du temps, on n'arrive pas trop mal à coéduquer, justement, à travailler avec les enseignants et les parents. Et du coup, c'était pas vraiment une question, c'était surtout un message pour les enseignants et les parents, vu qu'il y en a beaucoup ici. Incluez-nous vraiment dans le processus de coéducation et ne nous oubliez pas, on ne demande que ça. Voilà. Voilà, message reçu. Merci. Bonjour, merci pour ce temps de conférence avec plein de petits mots, de petites choses à noter très intéressantes. Et je voulais revenir sur 2-3 mots qui m'ont un peu titillé l'oreille. C'était quand vous dites là, les enfants testent, ou l'autre mot c'était la menace quand on parle de comportement. Je ne sais pas, enfin... Si vous êtes dans une école, hein, que vous dites, voilà, si vraiment tu recommences, je vais être obligé d'appeler tes parents, c'est ça que j'entends par menace, et que vous ne le faites pas, l'enfant va se dire, bon, de toute façon, je peux faire ce que je veux parce que de toute façon, il n'y a jamais de conséquences. Et puis, le test, j'aurais pu employer expérimenter. Quand on prend la parole comme ça, sans un texte écrit sous les yeux, on peut avoir des expressions mais les enfants expérimentent et ils vont voir ce qui se passe si ils remettent en cause, ou bien si, par exemple, l'enseignant propose quelque chose et puis ils disent, ah ben non, mais nous, je veux faire... J'ai eu un exemple il y a quelques jours dans une classe où j'étais. Ils travaillaient sur une biographie en anglais. Les enfants devaient faire l'effort d'aller chercher les mots, etc., etc. Et il y a un enfant dont on sait en plus qu'il est en difficulté qui a dit « Mais est-ce que moi je peux le faire en bande dessinée ?» Il dessine très bien. L'enseignante lui a dit oui, mais de fait, c'était pour contourner sa difficulté qui était plutôt de rédiger en anglais. Et l'enseignante a dit oui pour l'accompagner dans sa difficulté. Et en sachant que progressivement, on espère que les bulles de texte dans la bande dessinée seront de plus en plus importantes. Mais on peut imaginer aussi qu'un enseignant se dit non, là, l'objectif pédagogique, c'est vraiment qu'il fasse l'exercice en anglais, et aurait pu dire non. Et vous voyez, donc ils essayent de voir où sont les limites par rapport à ce qui est au comportement attendu, justement. Pour moi, c'est plus une question de besoin entendu et pas de comportement attendu. On peut, tout à fait. Vous êtes enseignante, hein? Ah oui. Alors déjà, la posture de l'enseignant et la posture du coach. Le coach, il est individuel. L'enseignant, il a 30 enfants devant lui et il a un inspecteur qui va lui taper sur les doigts si l'enfant n'a pas appris l'anglais à la fin de l'année parce qu'il y a un certain nombre de choses à apprendre. Donc certes, le besoin de l'enfant, et c'est là où je trouve que l'enseignante a été remarquable, le besoin de l'enfant, c'est de pouvoir valoriser ce qu'il sait déjà faire, hein, et puis si possible de ne pas se confronter à un domaine où il est en difficulté. Et donc l'enseignante, là, elle a choisi de l'accompagner pour accompagner son besoin tout en poursuivant son objectif pédagogique. Sauf qu'il y en a plein d'autres du coup dans la classe qui ont décidé, alors qu'ils n'ont aucune difficulté en anglais avec la rédaction, qui ont aussi décidé de faire des bandes dessinées. Et donc, certes, ils ont développé certainement leur créativité, des compétences en dessin et tout ça, mais en attendant, la prof, à la fin, s'est dit, voilà, il va falloir que je ramène plus l'écrit de l'anglais d'une autre façon. Et pour ceux, par contre, qui ont joué le jeu, qui était demandé au départ sans stratégie d'évitement, certes, ils vont avoir plus de rédaction d'anglais, mais finalement... si tout le monde avait joué le jeu, elle aurait pu s'épargner de faire une séance nouvelle là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand il faut répondre aux besoins de 30 personnes en même temps, c'est pas forcément évident.
Que là, on est d'accord, c'est sûr que c'est pas évident. C'est pour ça que, en tant que coach, j'accompagne aussi des enseignants à savoir déceler et savoir entendre en fait ce que c'est qu'un besoin non nourri. Parce que hier, j'ai beaucoup aimé quand Thierry Pardo nous a dit. On ne parle pas d'enfants, mais de personnes en situation d'enfance. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça parle tout à fait de ce qu'on est quand on est adulte. On a aussi des besoins non nourris. Et quand ils ne sont pas nourris, on est toujours dans comment on va faire pour et pas dans je teste. Bien sûr. Et en fait, c'était ça qui était sous-entendu tout à l'heure. Mais je pense qu'on est d'accord sur le fond. Et j'avais commencé en partant de là, dans mon intervention tout à l'heure, par dire on considère qu'un comportement inapproprié est une manifestation d'un besoin auquel on n'a pas répondu. Je pense l'avoir dit. Et je le redis et je le maintiens. Et je pense que c'est important. Pascal, ici. Oui. Pardon, j'accélère parce que sinon on va finir par être en retard. Pardon. Pascal. Ah, salut. Salut Christelle. Question, je pense que tu as dû mettre en place dans la Lab School Paris justement le renforcement des comportements positifs. Comment ça se passe concrètement dans la Lab School est-ce que tu as un ou deux exemples concrets à nous donner pour que ce soit encore plus vivant pour nous? L'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur le fait d'établir la règle en commun, ça venait déjà de la Lab School. Donc la Lab School Paris, c'est la première école laboratoire qui s'inspire d'une approche qui existe depuis plus d'un siècle en Amérique du Nord. C'est une école adossée à une équipe de chercheurs. Donc chaque fois que les enseignants ont des difficultés, ils peuvent interroger des chercheurs. Même par exemple le travail avec des soignants pour le soutien au comportement positif, ça nous est arrivé de travailler notamment pour un enfant qui après a eu un diagnostic, un enfant qui arrivait à l'école qui faisait et sa seule interaction en arrivant chez nous, il avait été harcelé à l'école, il avait quand même déjà 8 ans, c'était d'aller vers les autres en faisant comme s'il était un félin, un tigre. Et donc on s'est dit, c'est un enfant qui a besoin d'interaction, puisque quand même il interagit. Ah, s'il faisait autre chose aussi, il se baladait à quatre pattes et il léchait les sacs et les chaussures des autres élèves. Voilà, c'était vraiment inquiétant. Et là, on en a parlé très vite avec les parents. Les parents ont cherché un thérapeute. Par eux-mêmes, ils ont fait la démarche de consulter, de faire un bilan. Et les soignants nous ont dit ce qu'on pouvait mettre en place. Alors évidemment, c'est des choses assez classiques d'éviter les situations imprévisibles, donc autant que possible anticiper. Donc par exemple, le programme de la journée, il est affiché au tableau dès le matin. C'est en école élémentaire, donc ça varie. Donc voilà un exemple de permettre aux élèves d'anticiper en permanence. Et puis, là, c'est un contre-exemple d'ailleurs de ce que je donne. Tous les matins, les élèves ont un quad neuf, un conseil où ils sont tous ensemble, ils sont réunis. Et tout à l'heure, je disais qu'il fallait formuler les choses de manière positive. Parfois, on n'y arrive pas. Tous les matins, le conseil commence par on ne se moque pas, et je donnerai la parole à ceux qui s'expriment le moins. Mais le fait d'avoir on ne se moque pas tous les matins qui est dit, fait que les enfants entre eux, ça frappe souvent les gens quand ils viennent à l'école, se moquent très peu les uns des autres. Oui, bonjour. Je suis enseignante de français en collège REP. Donc, je suis enseignante depuis 12 ans en REP. Et en fait, ce qui me choque le plus dans l'éducation nationale, c'est que je trouve que c'est... on parle des comportements problématiques des élèves, mais le comportement est dû à un système que je trouve liberticide. C'est-à-dire que jamais la liberté de l'élève est respectée, puisqu'il ne choisit rien, comme l'expliquait Thierry Pardo. Et du coup, pour moi, c'est extrêmement douloureux de rester dans l'éducation nationale, et en même temps, je ne veux pas laisser mes élèves, parce que j'essaie de leur ouvrir une porte en leur disant « Non, vous n'êtes pas inférieur à moi, et moi, je ne suis pas supérieur à vous. » Et en fait, ce qui est super important d'installer, c'est un climat de confiance. Un climat de confiance, d'écoute. Ils ont toujours un espace de parole. Là, dans les règles que j'ai vues appliquer, à un moment donné, j'ai vu ne pas répondre. Ah bon ? Et oui, dans la classe. Et qu'est-ce que ça veut dire, ne pas répondre ? Moi, mes élèves, ils peuvent tout dire. Il y a toujours, enfin, on crée tout ensemble. C'est-à-dire qu'on va... vous voyez, il y a là, sur la liste, là, vous êtes là. 3, ne pas répondre. Ah, mais c'est les élèves qui ont dit ça. Oui, mais pourquoi ils disent ça ? Parce que moi aussi, j'avais dit ça. J'étais pas dans la salle. Non, je vous pointe pas du doigt. C'est que ça m'a interpellée parce que souvent, j'entends des collègues à moi
Et je travaille avec une équipe de profs, franchement, ils ont toujours plein de projets pour les élèves, ils sont hyper motivés. Enfin, on est en REP, on est dans une situation de misère sociale énorme, avec des enfants qui ont tellement de problèmes à côté que l'école, ça leur passe là. Et donc, la confiance, la bienveillance, et de tout construire ensemble, on co-construit, moi je leur ai dit, on est des coéquipiers. Donc on vote les choses ensemble. Alors je leur explique, on a un cadre hyper rigide, et dans ce cadre rigide, moi je veux vous ouvrir un espace de liberté, parce que je veux qu'ils comprennent qu'ils sont créateurs de leur propre vie, qu'ils peuvent être autonomes, qu'ils peuvent prendre des décisions qui seront respectées, enfin dans le cadre de mon cours. Ce qui est hyper douloureux, c'est que c'est... enfin, et pour eux aussi, ils me disent, mais madame, vous êtes la seule à faire ça, c'est compliqué. Et à la maison aussi, on est obligé de se soumettre à des règles. On nous dit, pour qu'on y remette en question quelque chose, nous, on s'explique, on parle, et puis ils parlent ensemble. Et en fait, j'ai extrêmement peu de problèmes de discipline. Et ça arrive, hein, je ne dis pas que c'est hyper idyllique, c'est génial, il y a des jours c'est fatigant, mais voilà, oui, je veux faire vite, ok. Donc c'est vraiment mise en confiance, bienveillance, écoute, espace de parole, et leur faire comprendre que oui, ils sont co-créateurs de leur vie et que c'est pas un espace de soumission. Et ce que je reproche à l'éducation nationale, c'est ça, c'est manque de liberté, soumission, et on n'apprend pas aux enfants, aux futurs adultes, à prendre en charge leur vie, et on leur dit qu'ils ne sont pas capables de le faire. Je pense qu'on peut vous dire un grand bravo de faire ça. Bravo et merci de ce témoignage parce que c'est vraiment important. Je pense que de plus en plus de personnes comme vous essayent de mettre ça en place et c'est vraiment ça qui va faire qu'on va pouvoir transformer tous ensemble l'école pour la suite. Et juste sur les termes bienveillance et confiance, je n'ose presque plus les employer tellement ils ont été employés. Donc j'ai essayé de contourner, mais l'esprit est bien là. Bravo encore. Ce sera la dernière question. Oui, bonjour. C'est pas vraiment une question, en fait, c'est pour rebondir sur ce que vous dites. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le renforcement des compétences psychosociales dans le cadre de la promotion de la santé. Et aujourd'hui, les compétences psychosociales, donc j'espère que les enseignants connaissent parce que c'est la base des BO depuis les nouveaux programmes. Et l'éducation nationale permet d'avoir des formations aux enseignants. En fait, moi, j'ai pu mettre en place beaucoup de formations pour les enseignants, pour les ATSEM, pour l'équipe éducative en général dans certaines écoles. C'est en Guyane française, je ne connais pas le contexte métropolitain vraiment, mais du coup c'est vrai que ça a permis de changer énormément les choses dans les écoles parce qu'on avait 80% des enseignants, comme vous dites, en général, qui étaient motivés et ça nous a permis parfois de former dans une même commune toutes les grandes sections et toutes les CP ou tous les cycles 2, tous les cycles 3 et mettre en place des projets communs et en fait on voit les résultats mais on a réussi à avoir des financements pour ça. L'éducation, enfin le rectorat s'est engagé. Donc j'imagine que c'est vraiment des choses qui sont possibles à faire avec une volonté d'un inspecteur ou une volonté. Voilà. Donc voilà. Je pense que c'est quand même important que tous les enseignants sachent qu'ils peuvent être formés sur les CPS et que c'est une demande qu'ils doivent faire à leur inspecteur pour que l'école soit formée à ça, quoi. Oui, merci là aussi de ce témoignage. Un grand bravo. Puis je vous invite à aller voir madame si vous voulez en savoir plus. Bravo. Merci. Bravo Pascal. Merci. Ça a été ? Oui. Super. Oh oui, très bien. Merci. Avant de vous proposer... Oui, c'est ça. Bah oui, tout de même.